Salut à tous, c'est Kichi. Vidéo pas tellement originale, mais j'avais envie de vous partager mon expérience avec mes propres conseils personnels pour partir au Japon. Comme j'y suis parti 4 fois et bientôt une 5ème, sauf que là le petit bonus c'est que je vais peut-être partir avec des abonnés. Bon, y a rien qui est fait, c'en est qu'au stade de discussion, mais c'est cool. Ils sont pour le moment 6, donc 2 groupes de 2 à être chaud pour que je leur sers de guide, donc j'en serais extrêmement fier et ça serait ouf. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à passer le cap avec la barrière de la langue ou peut-être la distance, donc c'est un honneur pour moi de permettre à des gens de pouvoir y accéder. Si tu veux te joindre au voyage, contacte-moi, on est déjà pas trop mal si ça se concrétise, mais j'organiserai d'autres sessions de voyage puisque je compte à peu près partir tous les 2 ans toute ma vie. Sauf exception ou autre pays. 4 voyages au compteur, donc je pense que je peux me permettre, en toute modestie, de vous donner quelques conseils. Je tiens à dire que mes conseils ne seront pas généraux, ce sont mes conseils personnels, comme le titre de la vidéo l'indique en fait. Donc ils ne seront pas forcément tous bons. Quelqu'un pourra très certainement conseiller autre chose et pas être d'accord avec moi. Donc si t'es déjà parti au Japon et que t'es pas d'accord avec moi, rage pas dans les commentaires, s'il te plaît. Et dis-moi plutôt ce que tu conseilles pour argumenter. En cas de voyage, je n'ai quasiment rien changé aux habitudes, mais bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc on va commencer par le commencement, ce qui est logique en fait, le passeport. Ah, je t'avais dit que je commencerais par le commencement. Alors tu vas peut-être penser que je te prends pour un con, ou une conne, mais pour partir voyager, il faut un passeport. Surtout en dehors de l'Europe en fait. Donc tu te renseignes auprès de ta mairie, ça peut durer quelques mois selon où t'habites. Inutile de préciser qu'il faut un passeport biométrique. C'est ceux avec les empreintes digitales là. Mais normalement ils sont tous biométriques, mais on sait jamais. Les vols. Alors avant de choisir son vol, il faut bien évidemment choisir sa période. La période. Car selon la période, le vol ne sera bien entendu pas le même prix. Personnellement, j'ai plus ou moins remarqué que la période la moins chère, c'est plus ou moins en automne. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une constatation. Je déconseille l'été si tu supportes très mal la chaleur, car il fait très chaud et très humide. Mais sinon, sache que les vols seront peut-être un peu plus chers. Perso, je repartirai toujours dans une période entre septembre et décembre. Sauf un jour au printemps pour le Hanami, mais je pense que ça va être très cher aussi. Les vols 2.0. Pour les vols, personnellement, encore une fois, je choisis toujours des vols directs sans escale. Alors certes, avec les escales, tu peux bien baisser le prix de ton vol, mais après c'est une question de confort aussi. 12 heures de vol, plus le décalage, plus la fatigue, parce qu'on dort pas non plus super bien dans un avion. Alors quand t'as des escales, tu peux perdre facile 24 heures. Comme je vous ai dit, moi je prends des vols directs, mais rien ne vous empêche de prendre des escales pour baisser le prix de votre vol. De votre vol. Sachant que quand vous arriverez, c'est pas encore fini. Faut sortir les portiques, récupérer vos bagages, que vous perdrez plus facilement si vous prenez des escales, puisque vos bagages ne voyageront pas forcément dans le même avion que vous, puisque vous en aurez plusieurs. Il faut ensuite échanger votre argent, au Japon de préférence, vous y perdrez moins que si vous le faites en France. Les taxes. Enfin bref, après tout ça, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller prendre votre douche à l'hôtel. Et la transition est toute trouvée. Les hôtels. Putain, je suis bon. Alors il y a plusieurs façons de se loger au Japon, plus ou moins coûteuses. Il y a les hôtels, plus ou moins chers, tout dépend de ce que vous prenez, on va y revenir. Les auberges de jeunesse, qui sont peut-être plus conviviales, carrément plus abordables, mais dont l'intimité est quasiment nulle. Le séjour chez l'habitant, qui peut avoir son plus niveau enrichissement social. Bon, pour l'intimité, je peux pas vraiment savoir. Et surtout, les Airbnb, qui sont des locations d'appartements par l'habitant, qu'il faut contacter avant sur le site. Et moi personnellement, c'est une démarche qui m'emmerde un peu. Moi je préfère les hôtels pour une raison bien évidente. Le confort! Et question de liberté aussi. Bien que tu sois tout à fait libre en auberge de jeunesse ou chez l'habitant, mais il peut y avoir la liberté de se promener nu dans sa chambre. Et ça n'a pas de prix. Le Airbnb convient surtout pour les voyages plus longs, où vous vous immiscerez un peu plus dans la vraie vie d'un japonais en faisant votre cuisine, votre linge, etc. Donc après, tout dépend de vos envies et de vos besoins. À chaque séjour, j'ai changé plusieurs fois d'hôtel aussi, pour diversifier les endroits et se rapprocher de certaines zones géographiques. Ce qui peut aussi peut-être baisser le prix final du séjour. Bon, si je fais des voyages organisés en groupe, je vais sûrement prendre un seul hôtel pour le voyage. Car si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, je vais pas vous torturer avec plusieurs entrées à la réception, ça va vous gonfler. Surtout s'il faut que je vous fasse la traduction. Là, c'est moi que ça va gonfler. Non, je rigole. Ou pas. À moins que ce soit une bonne solution pour améliorer votre anglais et votre sociabilité finalement. Mais si vous partez sans qu'on vous tienne la jambe, je vous conseille de faire plusieurs hôtels, préalablement sélectionnés selon l'endroit où vous serez dans votre planning. Déjà comme je vous le disais pour vous rapprocher des quartiers spécifiques, mais aussi pour comparer les hôtels et leurs services. Moi si je le fais c'est avant tout parce que je ne sais pas vraiment sur quoi je vais tomber. Tu peux avoir de super services mais avec un petit déjeuner avec pas trop de choix, voire inexistant, ou à l'inverse des services minimum mais avec un petit déjeuner à t'en faire péter le bide. Donc de varier au cours du voyage ça t'évite d'être déçu tout le séjour, si tu tombes sur un truc qui te convient pas, tu vois. Encore une fois ça c'est ce que moi je fais. Autre chose que je ne fais pas spécialement mais que je conseille de faire, parce que je pense que c'est ce que je ferai à l'avenir, c'est de upgrader vos hôtels au fur et à mesure du séjour. Je m'explique. Même si tu peux être surpris des qualités du service de l'hôtel, t'as quand même une brève idée quand tu le sélectionnes. Donc de prendre les hôtels les moins chers avec le minimum de service au début du séjour, voire une auberge de jeunesse, et de prendre des hôtels un peu plus classe sur la fin, ça permet de gagner en confort au fur et à mesure. Et du coup d'économiser un peu sur le début du séjour, pour te mettre bien sur la fin. Car si tu changes d'hôtel et que t'en as un moins bien après, tu vas sentir la chute sociale. N'est-ce pas Akiro qui annule notre expérience de capsule hôtel parce qu'on était bien posé dans un 3 étoiles? De l'enseigne japonaise Appa Hotel d'ailleurs, super enseigne. Vraiment avec cette enseigne, les serviettes, draps et poubelles seront changées chaque jour, systématiquement. Et c'est pas le cas de tous les hôtels. Donc voilà, c'est tout pour les hôtels. Et c'était long. La bouffe. Sujet important quand même, faut pas déconner avec la bouffe. Alors si vous êtes comme moi, à vous faire péter le bide dès le matin, déjà bienvenue au club, et c'est aussi une meilleure façon pour moi d'économiser un peu. Bah oui, si tu prends un hôtel avec petit déjeuner compris et que c'est un buffet,
Disons que tu te cales quasiment pour la journée. Moi j'organise approximativement mes journées comme ça. Petit déj où je me fais péter le bide aux alentours des 7-8 heures, 9 heures max. Digestion dans la piole jusqu'à peu près 10 heures, 10-11 heures, le temps de te laver, préparer, utiliser les fameuses toilettes japonaises, pour évacuer le repas de la veille, surtout après avoir bouffé comme un porc. Vadrouille, découverte et balade jusqu'à peu près fin d'après-midi. Selon ce que vous avez fait, l'heure de votre fatigue dépendra aussi. Vous pouvez également manger ce que vous voulez à n'importe quelle heure de la journée, c'est ça aussi qui est bien au Japon. Mais normalement votre petit déj va vous tenir encore un bon moment, donc après c'est que de la gourmandise. Ne vous laissez pas tromper par la nuit qui tombe assez tôt, environ vers 17h. Ce qui permet de profiter d'une soirée sans qu'il soit trop tard aussi. Ça c'est cool. Et vous pouvez très bien aller dans un resto à 17h. À part quelques-uns qui seront fermés, vous trouverez toujours à bouffer. Oh oui. Et vous pouvez aussi vous nourrir, et c'est ce que je fais principalement, de ce que vous avez très certainement déjà entendu parler, les combini. Qui sont simplement des supérettes ouverts 24h/24 qu'il y a partout. Mais vraiment partout. C'est quasiment impossible d'être à plus de 200 mètres d'un combini. À Tokyo, et il y a de quoi se nourrir de manière assez diversifiée. Alors certains disent que ce n'est pas spécialement bon pour la santé, mais personnellement je trouve ça bien meilleur que les plats préparés qu'on peut avoir en France. Même les sandwichs, car comme les combini sont assez petits, ils sont livrés régulièrement, donc les produits sont assez frais. Mais il y a aussi des plats chauds, des brochettes, des desserts, donc voilà, vous pouvez y manger tous les jours. Et du coup manger dans votre chambre en rentrant. Bon après je me contente pas uniquement de me nourrir de petits déj et de combini, ça m'arrive de faire des restos, qui en plus sont très abordables. Et enfin, l'un des points les plus importants, les transports. Bah oui, si tu veux visiter les différents quartiers, il te faut bien un moyen de transport. Donc déjà, tu oublies le taxi. C'est assez cher, il m'est arrivé de le prendre 2 ou 3 fois, genre quand il pleuvait à mort et que la première station était assez loin, ou la toute première fois de l'aéroport à l'hôtel. Mais comme le Japon possède certainement l'un des meilleurs réseaux ferroviaires, et ça c'est pas une légende, je te conseille fortement de te déplacer en train, l'équivalent du RER, TER en France, et en métro. Et je te conseille fortement de prendre ceci. La carte Suica ou Passmo est une carte électronique que tu recharges sur des bornes que tu bipes sur des portiques et te déduit directement quand tu arrives au portique de destination. C'est hyper pratique, bien plus que de prendre ton ticket à chaque fois, surtout que le système est un peu casse-tête. Car là au moins si tu te cours d'arrivée, t'es prélevé du montant de la destination, point. Tu peux trouver ces cartes directement à l'aéroport ou dans les grosses stations, en plus les bornes de recharge sont super simples à utiliser, car tu peux les mettre en anglais. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai certainement oublié plein de choses, mais le plus gros a été dit. Je ne suis pas rentré dans les détails propres à la vie au Japon pour te faciliter le séjour. Du genre les pocket Wi-Fi qui te permettent d'avoir la Wi-Fi constamment avec toi. S'il n'y avait pas déjà la Wi-Fi partout. Je veux dire, même sur le Mont Fuji, il y a la Wi-Fi, putain. Interdiction de fumer dans la rue aussi, donc faites gaffe, il y en a beaucoup qui sont à voir. Et puis conseil pratique pour tes appareils électriques ou électroniques, pense aux adaptateurs des prises, car c'est pas les mêmes qu'en France. C'est les mêmes qu'aux États-Unis, donc il y a plusieurs sortes d'adaptateurs. Les classiques que tu branches directement au cul de ta prise et que tu branches sur la prise au Japon, mais surtout celui-là. C'est un adaptateur que tu peux brancher partout dans le monde. Les prises américaines ou japonaises, les prises anglaises et européennes. Et au cul, tu branches tout ce que tu veux. Si t'as des questions, je t'invite à me les dire dans les commentaires. Surtout que comme vous n'êtes pas nombreux, je peux vous répondre facilement. Voilà. Et si un jour ça t'intéresse de partir en ma compagnie, contacte-moi et on verra ce qu'on peut faire. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Et abonne-toi.